All right, we're going to get started. Bonjour, nous allons commencer. Hello and a warm welcome to everyone joining us Bonjour today et for our bienvenue joint work à tout le association monde partner pour organization with cet the événement International Labour aujourd'hui Organization and organisé par International Trade l'Association Union mondiale des Confederation services webinar publics on et de recruitment l'emploi in a en digital age, collaboration migration, avec labor l'Organisation rights and the role of internationale public du transport. travail sur le recrutement My name is équitable Nicole à l'ère Davis. I'm a numérique, consultant la from migration, les droits de German travail Television et le rôle des Bundeswehr services to the Wales publics de Lincolnshire. l'emploi. And Bonjour. today, speaking on behalf Je of suis Nicole WAPES, a global Clubs. network Je vous adresse connecting de la more part de sectors, WAPES, public and un private réseau services to exchange international knowledge, develop qui capacity, and promeut promote le fair and partage de inclusive labor markets connaissances worldwide. et des marchés de So the travail idea of this webinar équitables, actually inclusifs grew dans out le monde of entier. the Fair Recruitment Initiative conference held in Geneva in Cela est May this né year, grâce à la which marked the 10 conférence years of the ILO de Fair Recruitment l'emploi Initiative. And équitable congratulations cette again année. to this. Félicitations I've been here encore as a pour WEP cette representative and I had conférence. the pleasure of J'étais là attending that en tant event que and meeting many représentante of today's WAPES speakers there. et j'ai pu Colleagues from rencontrer ILO, beaucoup des WTO, intervenants, and des national collègues de institutions who are l'OIT, truly dedicated to différentes advancing fair and institutions ethical réellement engagées dans that has l'avancement du underpinned and recrutement started équitable. this follow-up exchange focusing on the Nous digitalization of allons recruitment and the maintenant practical role of labor market nous institutions. consacrer sur le rôle At the World pratique des Association of Public institutions de Employment Bodies, we travail strongly believe that fair chez recruitment is not the l'Association mondiale responsibility des of services one publics de actor alone. l'emploi. Nous sommes It convaincus, le comes recrutement from équitable n'est sustenance pas la across all responsabilité d'un players in the seul labor acteur. market, Il government, concerne tous les employers, acteurs du marché workers' du travail, les organization, and gouvernements, les especially employeurs, les public private organisations de services, travailleurs et en which serve as a particulier les critical services group of publics de champion l'emploi and qui font le infrastructure. lien entre In an era of rapid opportunité et digital protection. transformation, À l'ère de global la mobility, transformation numérique cooperation among rapide these et de la actors is key mobilité to ensuring that internationale, la recruitment coopération remains both entre ces acteurs est efficient essentielle and pour garantir ethical. un recrutement à la fois But efficace with that et now, éthique. and we go into Mais detail, I avant would de like you commencer also to maintenant et know rentrer dans some les simple détails, facts. je souhaite We have this online vous webinar today which présenter lasts quelques around one and a informations. Ce half hours. webinaire aujourd'hui va We durer will une be heure et demie completely conducting it in environ. English. But Le if you webinaire want se to choose tiendra en simultaneous anglais, mais si vous interpretation, souhaitez we have that écouter available for you. dans une So autre you langue, could pick either grâce à French or l'interprétation Spanish. There's a little simultanée, vous globe pouvez below that you écouter can en click and français ou choose en your preferred espagnol. Il y a un language. petit globe. Il convient de Please also cliquer note dessus that pour we will choisir record votre this langue. complete session and the recording will also be very Cette shortly séance va available être on our enregistrée website and également on our et WAPES sera YouTube disponible channel. sur notre site web et You sur also can la connect chaîne your phones YouTube de unmuted WAPES and you're également. welcome to Les post your questions in the microphones chat box at sont any time. mis en As my sourdine. Vous pouvez co-moderator, poser Anatolia, néanmoins I vos will just questions dans le continue the chat. Q&A session Moi-même towards et the l'autre end. modératrice, nous allons So it is now my pleasure to contrôler hand over to you, our ce esteemed chat, cette who boîte de will also discussion. co-moderate this J'ai webinar maintenant le with me plaisir de today, but passer le will also relais à coordinate this Anne-Karin webinar on Palm-Olson behalf de of l'Organisation International Labour internationale du Organization. travail pour Anna-Karin, the floor l'ouverture is au yours. nom de l'OIT. À Thank you vous very la much, parole. Nicole, and also warm Merci welcome beaucoup, from my side Nicole. as Je vous well. accueille chaleureusement I work également de at ma the ILO part. in Je Geneva as a travaille technical à specialist Genève on labor chez market l'Organisation services, and it's my internationale du pleasure to be travail here en tant today que to co-host spécialiste des this services webinar du marché de l'emploi. together with the Je World suis très Employment contente de pouvoir World vous Association accueillir for pour ce Public Employment webinaire Services, which is ensemble a avec l'Association good mondiale des reference. services publics de l'emploi. The C'est un très bon topic of fair partenaire pour nous. recruitment remains La central question so du that the recrutement digital équitable transformation reste centrale benefits both pour que workers and la employers. transformation numérique profite As à la fois organizations aux increasingly travailleurs rely et on aux digital employeurs, tools alors que such les as organisations AI-driven s'appuient de hiring plus en plus sur des platforms, outils would numériques make tels que candidate les screening plateformes de and recrutement basées online sur interview l'IA, la spaces présélection the way that algorithmique people des access candidats et job les places de opportunities marché de is talents en rapidly ligne, evolving. l'accès aux opportunités These d'emploi technological évolue advances rapidement. holds the promise Ces of avancées improving technologiques efficiency, promettent reducing d'améliorer administrative l'efficacité, de burdens, réduire les and charges expanding access administratives to global et labor d'élargir markets. l'accès au marché du However, they travail also mondiaux. introduce new risks Cependant, from elles algorithm bias and engendrent exclusion of également de workers nouveaux without risques, digital des literacy, biais algorithmiques et exasperating the digital l'exclusion des divide travailleurs ne to maîtrisant pas les opaque outils numériques, decision-making systems that aggravant make ainsi digital la fracture expertise numérique, already vulnerable système de décision citizens. opaque susceptible de Fair recruitment désavantager les practices must therefore personnes adapt déjà to en address these situation de emerging vulnérabilité. challenges.
Les pratiques de recrutement équitable doivent donc s'adapter à ces nouveaux défis, la transparence des processus numériques, l'utilisation éthique des données, les mécanismes de responsabilisation et de garantie solides contre la discrimination sont essentiels au maintien de la confiance dans les institutions du marché du travail. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de voir comment leurs données sont évaluées et de contester les décisions automatisées. Les employeurs, quant à eux, bénéficient d'un vivier de talents diversifiés et d'une meilleure fidélisation grâce à des systèmes de recrutement inclusifs et équitables. Au final, un recrutement équitable à l'ère du numérique n'est pas qu'une simple obligation légale, c'est une véritable opportunité stratégique. En intégrant l'équité dès la conception de nouvelles technologies, les organisations peuvent stimuler l'innovation, améliorer le bien-être de leurs employés et renforcer leurs responsabilités sociales tout au long de leur transformation numérique. Aujourd'hui, nous explorerons les perspectives mondiales, les initiatives syndicales, les analyses universitaires et les expériences pratiques du Kenya. Commençons par un aperçu global présenté par l'Organisation internationale du travail. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Maria Galotti, ma collègue, qui est spécialiste technique principale à l'OIT. Elle va présenter le cadre mondial de l'OIT pour un recrutement équitable. Elle va nous expliquer également comment la numérisation transforme les pratiques de recrutement. Maria, j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup à Anna Karin également. Je vais vous présenter la question du recrutement équitable. Pourquoi l'Organisation internationale du travail travaille sur cette question afin de vous donner une perspective globale sur ce sujet. Si vous pouvez projeter ma présentation, je vais commencer en vous donnant une vue d'ensemble du paysage international dans le domaine du recrutement équitable à l'ère numérique aujourd'hui. Si vous pouvez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais commencer en avançant un point très clair. Pour l'OIT, un recrutement équitable des marchés est un problème qui concerne les institutions de travail. C'est à l'origine du travail décent. C'est le point de départ pour un travail décent. C'est là où les employés, les travailleurs peuvent accéder à de bonnes opportunités de travail, que ce soit international ou non. Le recrutement chez l'OIT travaille sur un recrutement au sein des frontières nationales, mais aussi transfrontalières. Il y a plusieurs risques associés. Nous voulons mettre en place un terrain équitable pour les travailleurs, pour les recruteurs. Nous pouvons soutenir un fonctionnement efficace et équitable des marchés de travail. Les réalités ne sont pas toujours aussi belles. Les différences entre un recrutement abusif et la migration liée au travail, le travail forcé, sont liées et c'est clair. Nos données montrent que les travailleurs migrants font face à plus de défis. 15% de personnes exploitées de cette manière. Et il y a 3 fois plus de chances que ces individus se retrouvent en travail forcé. Nous savons que l'industrie est maintenant estimée à 5,6 milliards de dollars américains générés par des bénéfices illégaux à cause des frais illégaux imposés aux travailleurs en situation de travail clandestine. Cela alimente un système d'abus des travailleurs avec des individus, des organisations travaillant en dehors des réseaux nationaux.
Les travailleurs migrants sont les plus exposés aux frais excessifs. Certains peuvent être obligés de payer l'équivalent de 15 mois de salaire. C'est un phénomène qui nécessite une approche multi-acteurs avec une collaboration transnationale multi-acteurs. Nous savons que les outils numériques peuvent avoir leur rôle à jouer dans tous ces éléments également. Beaucoup des circonstances qui peuvent mener au travail forcé. Le plus commun, c'est les frais de recrutement, les heures supplémentaires excessives, des salaires très bas, et beaucoup de cela est lié à la phase de recrutement, y compris les frais de recrutement, des coûts. Cela peut être avant le départ, lors du transit, mais aussi une fois arrivé à destination. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme j'ai dit, ces frais de recrutement illégaux, les coûts connexes et la corruption, les taux d'intérêt élevés, la tromperie et la fraude sont très généralisés et les migrants nous racontent souvent que cela peut arriver avant la phase du départ et dans les pays de destination. Nous savons que les travailleurs sont souvent assujettis à des craintes de menaces, de rétaliation s'ils souhaitent quitter leur emploi. Il y a un risque de réduction de salaire, de rétention des salaires même pour récupérer des frais de recrutement. Parfois, le passeport ou les documents d'identité peuvent être confisqués par les employeurs ou les agences de recrutement. Nous savons que des frais peuvent être cachés, imputables aux travailleurs à chaque étape dans ce processus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cette diapositive vous donne une vue d'ensemble de différents pays ayant collecté des données sur les frais et les coûts de recrutement selon la méthodologie développée par la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail en se basant sur l'indicateur de ODD 10,71. Il s'agit du nombre de mois de récupération des coûts de recrutement pour les travailleurs. C'est comparé avec le salaire lors de la destination. Nous voyons que cela est variable selon les pays. Cela peut être très important, notamment pour les travailleurs migrants qui partent pour une période très courte avec un contrat de 1 à 2 ans en tant que travailleurs intérimaires migrants. L'avantage de la migration pour les travailleurs, pour les pays d'origine ou même pour les pays de destination se retrouve donc limité à cause de ces coûts très élevés liés au recrutement. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'un recrutement équitable? Il n'y a pas de définition commune internationale par rapport au recrutement équitable, mais cela est compris comme étant un recrutement effectué dans le respect de la loi conformément aux normes internationales du travail, dans le respect des droits de l'homme et de la femme, sans discrimination et en protégeant les travailleurs contre les situations abusives. Cela intègre la sélection, le transport, le placement dans un emploi et pour les travailleurs migrants, le retour dans le pays d'origine si nécessaire. Et comme j'ai déjà dit, cela s'applique au recrutement à l'intérieur et
entre les frontières internationales aussi. Il faut rappeler donc que nous ne parlons pas uniquement des travailleurs apportés, amenés depuis les autres pays. Cela s'applique aux personnes travaillant au sein d'un pays, mais aussi les migrants qui viennent travailler et des réfugiés qui sont déjà sur place dans les pays de destination. Les technologies numériques jouent un rôle important dans chacun de ces phases, dans chacune de ces phases. Comme Anna Karin a déjà dit, il y a des opportunités, mais aussi des risques associés. Je vais maintenant vous présenter l'approche de l'OIT avec notre initiative du recrutement équitable, FRI en anglais, avec des directives opérationnelles pour un recrutement équitable, la définition des frais de recrutement et des coûts annexes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette diapositive, mais cela vous donne l'impression, cette idée des instruments, de l'étendue des instruments internationaux, des normes internationales, des lignes directrices non contraignantes, ainsi que des stratégies et des outils opérationnels par l'OIT et par d'autres acteurs également. Nous avons d'autres représentants d'organisations aujourd'hui qui vont vous présenter leurs initiatives parce qu'il y a beaucoup d'outils, d'instruments qui peuvent être mobilisés pour soutenir les acteurs nationaux dans la conception des politiques et des pratiques de recrutement équitable. L'OIT adresse la question du recrutement depuis sa conception avec des normes pertinentes qui peuvent accompagner les États membres à faire face à ces défis. L'instrument institutionnel pour soutenir nos États membres est ce document de ligne directrice pour appuyer un recrutement équitable. La déclaration de 1984, les États membres ont l'obligation de promouvoir des droits du travail pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Toutes les normes de l'OIT s'appliquent aux travailleurs nationaux et migrants. Il faut donc se rappeler ces normes internationales de travail très robustes. Il y a des normes qui couvrent les migrants en plus des travailleurs nationaux avec des consignes liées au recrutement. Sur la base de ces normes internationales sont le principe général et les lignes directrices sur le recrutement juste, la définition des frais de recrutement et des coûts liés. Je vais vous en dire un peu plus dans cette prochaine diapositive. En réponse à ces défis, l'initiative du recrutement équitable a été lancée en 2014 pour atteindre une justice pour les travailleurs migrants, tout en fournissant aux entreprises des compétences nécessaires dans un cas de pénurie sur le marché du travail. Cette initiative du recrutement équitable travaille sur 4 domaines interconnectés. Tout d'abord, la production de la connaissance. Ensuite, un domaine qui concerne la mise en œuvre de la politique et des lois à l'échelle nationale en rapport avec l'engagement des entreprises, les travailleurs, des organisations. Il s'agit d'acteurs essentiels pour atteindre un recrutement équitable pour tous. Au cœur de cette initiative du recrutement,
Il y a les principes généraux et les lignes directrices opérationnelles qui ont été adoptés en 2016 par consensus tripartite. C'est la norme internationale contraignante légitime liée au recrutement. Cela est dérivé des normes internationales du travail, ce qui n'est pas un document contraignant d'un point de vue juridique, mais cela a été négocié et adopté par tous les États membres de l'OIT. C'est une ligne directrice disposant d'un consensus à l'échelle internationale. En 2018, ces principes généraux que vous voyez affichés à l'écran. Il y a donc une partie principe général avec une mise en œuvre à chaque niveau et ensuite les lignes directrices opérationnelles pour entrer plus dans les détails des responsabilités des différents acteurs dans le recrutement. Cela s'est accompagné 2 ans plus tard avec la définition des frais de recrutement et des coûts connexes. Je vais vous en dire un peu plus dans cette prochaine diapositive. Quand les experts se sont réunis en 2016, ils se sont mis d'accord sur un principe essentiel que les travailleurs ne devraient pas payer des frais pour pouvoir travailler. Ils n'ont pas eu le temps de discuter de ce que ça signifie, ces frais, ces coûts, ce que cela peut être dans la réalité. Ils ont décidé de se réunir donc 2 ans plus tard pour décrire, définir ce que sont les frais de recrutement, ce que c'est également des coûts connexes. Une fois cette définition établie, ils ont décidé que ces frais n'étaient pas imputables aux travailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez une distinction entre les frais de recrutement, des coûts de service, des coûts connexes et aussi des frais illégitimes, déraisonnables et non divulgués. Il y a une liste détaillée, non exhaustive de coûts, de frais qui sont nécessaires, qui peuvent être reconnus comme frais de recrutement, qui ne doivent jamais être imputables aux travailleurs. Cela comporte des frais médicaux, des frais d'équipement, des frais de déplacement et d'hébergement ou bien des frais administratifs comme pour un visa ou un passeport. Je reviens à l'essentiel de notre échange aujourd'hui. Nous sommes dans un monde en rapide évolution avec un paysage de recrutement en forte évolution également. Anna Karina l'a déjà dit. La question qui se pose est des circonstances dans lesquelles les technologies numériques peuvent bénéficier, peuvent avantager le recrutement. Nous savons qu'il y a un rôle essentiel joué par les technologies numériques dans chaque étape du recrutement. Mais cela comporte des opportunités, mais aussi des risques. L'OIT a mené des recherches dans ce domaine en collaboration avec d'autres partenaires. Je ne suis pas experte. Il y a des experts dans notre panel. Je vais leur laisser la parole dans ce domaine, mais nous avons mené des recherches. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une étude accessible en ligne. Dans cette prochaine diapositive, je vous montre différents éléments. Donc, tout d'abord, nous savons que des produits numériques peuvent faciliter, peuvent avoir un rôle de facilitateur dans chaque étape du recrutement, le pré-recrutement, le déploiement, l'emploi et le retour et la réintégration. Il y a une prolifération des outils d'initiative numérique qui visent à améliorer la condition et la situation des travailleurs migrants
et pour faciliter le processus. Anna Karan l'a déjà dit, elle a déjà évoqué certains outils. Nous allons entendre parler d'autres outils aujourd'hui également. Ces principes généraux et lignes directrices de l'OIT pour un recrutement équitable. Je sais que cette diapositive est riche en contenu, mais nous cherchons à faire une correspondance entre les 13 principes promus par l'OIT et le rôle potentiel des technologies numériques et des outils et initiatives associées. Nous voyons effectivement ce lien entre tous ces principes. Les outils de technologie numérique peuvent capturer et analyser les données pour mieux comprendre les besoins du marché. Ils peuvent promouvoir, faciliter un dialogue social. Cela permet la numérisation de processus administratifs dans chacun des principes de l'OIT. Il y a un rôle des outils technologiques. Cela est déjà en place dans beaucoup de cas. Ce n'est pas euh, une question de si ça se produit, mais de voir comment utiliser ces outils de manière optimale. Dans cette dernière diapositive, je pose la question de si la technologie numérique change la donne en matière de protection des travailleurs migrants. C'est le sujet de notre table ronde aujourd'hui. Elle peut effectivement faciliter la migration de main-d'œuvre et améliorer le processus de recrutement et la transparence, mais nous savons aussi que ce n'est pas une panacée. Pour être efficace, dans les outils numériques, cela dépend de la conception, de la gouvernance et de l'accessibilité dans divers contextes migratoires. Nous savons, par exemple, que la transformation numérique euh, se produit dans des vides légaux. Les travailleurs migrants ont un niveau faible de connaissances technologiques dans beaucoup de cas. Parfois, ils préfèrent dépendre de réseaux familiaux. Il y a des risques liés à la sécurité de la vie privée. Beaucoup de ces initiatives sont conçues sans la participation des travailleurs, sans la participation des partenaires sociaux de manière générale. Nous savons que c'est un défi important. Les solutions numériques nous donnent des opportunités, mais ce n'est pas une réponse rapide à tout. C'était le message que je voulais partager avec vous. Cela nécessite une modernisation de la législation, le renforcement des capacités auprès des autorités, une capacité plus importante de la part des autorités d'application de la loi aussi, une montée en compétence des travailleurs. Cela nécessite l'implication de tout le monde, un engagement soutenu de la part de chaque acteur. J'attends avec impatience la contribution des experts avec leurs expériences dans ce domaine. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir demandé de vous présenter cette introduction. Quand vous allez recevoir cette présentation, il y a plusieurs liens avec des outils qui sont sur la page de cette initiative du recrutement équitable de l'OIT. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette vue d'ensemble et les étapes entreprises par l'OIT dans ce sujet du recrutement équitable. Nous allons maintenant prendre le point de vue des travailleurs. Je suis très contente de pouvoir vous présenter notre prochaine intervenante. Nous allons parler des outils utilisés. J'accueille Ira Rakhmawati de la Confédération des syndicats, la Confédération internationale des syndicats. Elle va
nous présenter la plateforme Recruitment Advisor qui permet aux travailleurs d'évaluer les agences et favoriser la transparence. Ira, la parole est à vous. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Nicole. Merci à toutes les organisations internationales pour cet atelier, pour ce webinaire. C'est une discussion très importante qui doit se poursuivre entre différents acteurs afin de mieux sensibiliser auprès les uns auprès des autres pour renforcer la collaboration aussi afin d'aller de l'avant dans cet agenda du recrutement équitable. C'est un plaisir aussi de me retrouver avec d'autres collègues. Nicole l'a dit, que nous sommes tous très engagés dans l'agenda du recrutement équitable suite à la présentation de Maria plus tôt. Nous pouvons constater, et c'est une évidence, qu'il y a eu des progrès, même s'il y a encore des défis, notamment dans le recrutement des travailleurs migrants. Nous savons qu'il y a aujourd'hui plus de 169 millions de travailleurs migrants dans le monde. Derrière ces chiffres, forcément, il y a des histoires personnelles, des histoires de courage et en même temps de vulnérabilité, puisque ces personnes doivent passer par des procédures de recrutement à partir de leur pays d'origine, pays de transit et de leur destination. Et je voulais à nouveau faire écho à ce que Maria et Anna avaient dit sur le fait que le recrutement devrait vraiment constituer un pont pour les travailleurs, un pont vers des opportunités, vers différents emplois, et non pas seulement quelque chose qui donne lieu à des dettes, à des frais de recrutement élevés et d'autres types de travaux forcés, etc. Donc, lors du processus de recrutement, comme pour tous les droits des travailleurs, le processus de recrutement est une question pour les syndicats. On se focalise sur le rôle des syndicats dans ce domaine pour essayer de protéger les droits des travailleurs à l'âge numérique, en se focalisant plus spécifiquement sur les plateformes de recrutement et de conseil associés. Je pense que vous avez entendu parler un peu plus tôt, d'après la présentation de Maria, du fait que le recrutement juste est une obligation juridique d'après les normes. Mais pour le mouvement des syndicats, il s'agit d'une question de dignité. Il s'agit de s'assurer qu'aucun travailleur n'ait à payer pour obtenir un emploi. Aucun travailleur ne perde ses droits au moment où la personne traverse une frontière pour trouver un emploi. Et en tant que syndicat, nous souhaitons défendre les droits des travailleurs. En ce inclut les travailleurs migrants. Les syndicats les défendent, les appuient avant, pendant et après la migration. Et ce rôle va au-delà même de la protection. Les syndicats sont une des parties prenantes clés pour façonner ces processus. J'ai mentionné l'adoption des principes de l'ILO et des indications pour un recrutement juste. Les définitions des frais et coûts ont été négociées entre les représentants des travailleurs, des employeurs et les gouvernements au sein de l'ILO. Le rôle de
l'ITUC et des syndicats visent à apporter la présence des représentants des syndicats à la table des négociations afin d'adopter ces directives avec parfois des normes contraignantes. Et ici, dans cette page, vous pouvez voir comment les syndicats peuvent contribuer davantage. Tout d'abord, le rôle des syndicats est d'autonomiser ou d'empouvoirer les travailleurs avec des informations précises concernant leur trajectoire de recrutement et nous les empouvoirons avec des soutiens, des protections, des systèmes juridiques en place, des formations pré-départ et des présentations, comme je l'ai mentionné plus tôt. On dit toujours et on pense vraiment que des travailleurs syndiqués sont mieux protégés, en fait, puisqu'ils continuent à recevoir des informations. Et au niveau des syndicats, on peut continuer à sensibiliser sur les questions de droits des travailleurs, de recrutement juste, et on peut également faire des campagnes au niveau mondial pour des frais de recrutement à zéro, ou le droit à des frais de recrutement à zéro. On suit et on expose les violations, on documente les pratiques injustes. Par exemple, des substitutions de contrats, des frais de recrutement excessifs et parfois même certains cas qui tombent un peu sous la catégorie de trafic humain. Et bien entendu, nous aidons les travailleurs à remplir des plaintes, des litiges. Nous faisons également des mesures pour essayer de faire en sorte que les voix des travailleurs soient entendues, que ce soit en ligne grâce aux réseaux sociaux et hors ligne avec différentes activités pour le public général. Nous collaborons également avec les communautés locales, avec les diasporas des pays d'origine des migrants et parfois avec les gouvernements locaux. J'ai mentionné plus tôt le fait que le dialogue social était un outil et cet outil pour nous montre la contribution des syndicats pour faire avancer cet agenda de recrutement juste. En plus de cela, nous appuyons à l'adoption des conventions de l'ILO. Vous pouvez à nouveau vérifier, de l'OIT, pardon. Vous pouvez vérifier les pages qui ont été présentées par Maria plus tôt. Il y a beaucoup de conventions de l'OIT concernant les questions de recrutement équitable. Nous avançons à la ratification, mais également à la transposition nationale de ces conventions pertinentes et à l'application de ces conventions également. Nous souhaitons nous assurer qu'il n'y ait aucun écart au niveau des réglementations concernant le recrutement et l'application des lois du travail. Ici, vous avez une liste d'initiatives concrètes opérées par les syndicats avec des accords cadres mondiaux et une fédération globale, la Fédération globale des syndicats a négocié des accords avec des multinationales avec ces accords qui couvrent des garanties de pratiques justes, la liberté d'association, des conditions de travail décentes. Et vous avez des exemples ici, donc de BWI, avec une entreprise multinationale Vinci, avec Industrial pour Total Energy, unie avec IKEA, par exemple. Et au niveau de la coopération syndicale transfrontalière, cette coopération augmente actuellement, où les syndicats des pays d'origine et de destination
signe un protocole d'accord pour une coopération conjointe en matière de protection des travailleurs migrants, en partageant des données sur sur les agences de recrutement, pardon, et en soutenant conjointement les travailleurs en cas d'abus. On a ici des exemples à l'écran. Un exemple de NLC Nigeria avec GFBTU au Bahreïn, PS-Link Philippines avec l'Allemagne, GFONT au Népal avec KCTU Corée du Sud. Je sais que au Kenya, un accord a également été signé avec le Liban pour protéger les travailleurs kenyans. Et le centre de ressources pour les travailleurs migrants également, que ce soit uniquement avec les syndicats ou parfois de manière conjointe avec les gouvernements locaux, fournissent des conseils juridiques pour les travailleurs migrants. Ils sont là également pour les aider, pour, par exemple, aider à déposer des plaintes. Un certain nombre de pratiques des centres de ressources, avec par exemple en Afrique, au Kenya, vous en entendrez un peu plus tard, les genres de dispositifs. On sait également qu'il y a une présence en Indonésie avec l'affilié qui travaille avec le gouvernement local, en Jordanie. Nous avons la Confédération régionale des syndicats arabes qui fournissent ce genre de services à Singapour également et au Mexique. Nous sommes donc ravis de voir comment de plus en plus de syndicats prennent ce genre d'initiative et fournissent aux travailleurs migrants le soutien nécessaire. Un point central à la discussion d'aujourd'hui concernant le recrutement à l'âge numérique, nous avons des conseillers en matière de recrutement. Il s'agit d'un dispositif développé par l'ITUC pour répondre au problème du manque de transparence dans les processus de recrutement. C'est un dispositif qui a été développé en 2018. Il s'agit d'un outil numérique qui a été créé par les travailleurs, par des travailleurs pour des travailleurs. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un site Internet qui permet aux travailleurs migrants de manière anonyme de émettre des avis sur les agences de recrutement. Ils fournissent des informations sur les frais de recrutement qu'ils ont dû payer, quels sont les points couverts dans les contrats. Est-ce qu'ils ont reçu un contrat avant de se déplacer pour le travail? Et il parle également des différents traitements. Est-ce que les droits des travailleurs ont été bien respectés? Je pense que cette plateforme permet aux agences de recrutement avec des pratiques éthiques d'être reconnues, mais en même temps, pour les agences qui ont des mauvaises pratiques, cela est également visible. Ça permet également de donner des informations sur les politiques de recrutement dans les différents pays, entre autres. Prochaine page. Une chose importante grâce à cet outil permet de faire changer en fait l'autorité du recruteur vers les travailleurs grâce à ces informations.
Cela permet de créer une base de données avec les vraies expériences des travailleurs et des preuves, des évidences que les syndicats peuvent utiliser pour des travaux de plaidoyer, des dialogues avec les gouvernements. Et cela permet également de renforcer la redevabilité, l'imputabilité des recruteurs, puisqu'aucune agence ne souhaite être connue comme étant une agence qui exploite les travailleurs. Vous avez ici une liste de qui devrait utiliser et dans quel but. Ira, on n'a presque plus de temps. On va vous demander de conclure. Oui. Alors, prochaine page. Je vous invite à consulter cette plateforme dont le site est affiché. Donc, n'hésitez pas à nous donner des contributions et à nous dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela ou comment est-ce qu'on pourrait tirer profit au maximum de cette plateforme pour favoriser les pratiques de recrutement au niveau mondial. Pour le reste de ma présentation, il s'agit de capture d'écran du site et d'un dispositif qui fonctionne grâce à WhatsApp. On reconnaît le fait qu'un certain nombre de travailleurs font face à une exclusion numérique avec pas d'accès à Internet ou très peu de familiarité avec Internet ou certaines craintes. C'est pour cela que ce site se fonde vraiment sur des efforts hors ligne des syndicats au niveau des activités traditionnelles des syndicats pour permettre en fait d'avoir des rencontres avec les travailleurs sur le terrain. On a également un aspect extrêmement important au niveau de la protection des données. Les travailleurs doivent être en toute sécurité lorsqu'ils s'expriment. C'est pour cela que les avis sont anonymes. Avec ces plateformes numériques, les conseillers peuvent vraiment autonomiser directement les travailleurs et nous aider à identifier des cas de violation avant qu'ils empirent. Et la chose la plus importante sont les mesures de suivi qui découlent de ces informations qui sont mises sur la plateforme. Les syndicats ne peuvent pas faire les choses seuls. Malheureusement, ils ont besoin de collaboration avec les PES, avec les gouvernements, avec les recruteurs éthiques, afin vraiment de créer cet écosystème global pour un recrutement équitable. Merci. Merci, Ira, pardon. C'était une perspective extrêmement intéressante et votre présentation est une grande source d'inspiration. Merci de souligner quel genre d'outils permettent de promouvoir la redevabilité tout en protégeant les droits des travailleurs. On va passer à la perspective de la recherche et numérique et je vous présente le professeur Arindranath de l'Université de Royal Holloway à Londres. Et il nous parlera des opportunités et des risques liés aux outils numériques dans le processus de recrutement et pourquoi est-ce que la technologie devrait toujours aller de pair avec une approche centrée sur l'être humain. Professeur, vous avez la parole. Un grand merci, Anna-Karine. Merci. Merci de m'accueillir. C'était un plaisir de faire partie de la conférence sur le recrutement équitable de l'OIT. C'est là où j'ai rencontré Nicole. Alors, merci de m'avoir invité à cette discussion multipartie prenante concernant le numérique, la technologie et le recrutement. Je suis ravie d'être ici.
Je vais me focaliser sur les défis et les risques liés aux outils numériques dans le cadre du recrutement équitable. On a vu un certain nombre d'avantages, hein. Maria a mentionné toute une gamme d'avantages à travers les différents cycles et les différentes situations. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails, mais je vais me focaliser sur certaines difficultés auxquelles on peut faire face au niveau de la numérisation des processus de recrutement et qu'est-ce que l'on pourrait faire pour adresser la situation. Ira a également souligné une approche extrêmement intéressante de l'ITIC concernant le fait d'autonomiser ou d'empowerer les migrants pour qu'ils puissent présenter leurs perspectives et leur retour d'information. Je reviendrai à ces problématiques un peu plus tard. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur le recrutement équitable. Lorsque je pense à cela, hein, ma réponse directe, c'est équitable, mais équitable pour qui? Pour qui est-ce qu'on est équitable? Est-ce que c'est équitable pour le travailleur migrant ou est-ce que c'est équitable pour les gouvernements, pour les employeurs, pour les agences de recrutement, donc toute cette gamme de parties prenantes. Toutes ces parties prenantes peuvent faire l'expérience de l'équitabilité de manière différente. Donc, il y a un rôle de la technologie dans les processus de recrutement qui change déjà un certain nombre des pratiques et des attentes liées à ce domaine, mais parfois il sert de faire un pas en arrière et d'essayer de réfléchir à quoi est-ce que l'on souhaite parvenir en mettant en place la numérisation. Souvent, la numérisation, on pense que cela va résoudre tous les problèmes, mais ce n'est pas une formule magique. Il y a beaucoup de travail en amont à faire pour s'assurer que la numérisation puisse transformer le processus sans créer davantage de problématiques ou de risques. En ce qui concerne les travailleurs migrants, lorsque je parle à des travailleurs migrants, ils disent qu'ils souhaitent être protégés de l'exploitation, ils veulent davantage de transparence, des informations concernant leurs emplois, leurs conditions, et ils veulent un accès à des bons emplois décents. Avec la numérisation, on s'attend toujours à ce que les problèmes auxquels ces migrants font face vont s'arrêter, mais non, ce n'est pas le cas. Ira et Maria ont mentionné un certain nombre de problématiques. Il y a des difficultés en termes de langue, des difficultés avec les niveaux d'alphabétisation ou de connaissances techniques et une dépendance sur les intermédiaires. Avec en plus l'IA et ces nouvelles technologies qui sont utilisées dans le recrutement, on fait face à des problèmes supplémentaires, des décisions algorithmiques qui ne sont pas transparentes, et on n'a pas forcément de recours à ce niveau-là. Mais la numérisation, au-delà au lieu de réduire la charge pour le migrant, souvent, malgré de bonnes intentions, augmente en fait cette charge sur le migrant, puisque souvent, les migrants doivent faire davantage de choses. On parle de travailleurs migrants, donc parfois ça peut être très compliqué pour eux et ça peut être différent pour une autre gamme de migrants, mais on parle d'un groupe très hétérogène. Ça n'élimine pas l'aspect fraude-exploitation puisqu'on a de nouveaux intermédiaires qui émergent, des intermédiaires numériques qui peuvent contrôler l'identité en ligne des travailleurs migrants et tous les autres aspects. Donc la numérisation parfois ne parvient pas non plus à toucher toutes les parties prenantes dans ce processus. Par exemple, on a des sous-agents qui ne font pas partie du processus numérisé qui pourrait encore avoir un aspect exploitation avec de l'échange d'argent, etc. Au niveau des employeurs, alors bien entendu, les employeurs veulent avoir de bons travailleurs productifs, qui travaillent dur, ils veulent simplifier les choses, ils veulent de l'efficacité, réduire leurs expositions, avoir des protections. Donc, tous ces facteurs sont extrêmement importants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais on met l'accent là-dessus. Il s'agit d'améliorer l'efficacité, mais pas forcément des conditions de travail équitables. Est-ce que le processus pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui se passe derrière ce processus de recrutement numérisé? Donc, il n'y a pas cette vraie discussion par rapport à tous ces aspects. Récemment, je lisais un rapport du Forum économique mondial sur les difficultés pour les correspondances pour trouver des emplois, en mentionnant différentes
situations selon les différents continents, donc pays riches, pays pauvres. Mais parfois, certains problèmes sont extrêmement similaires. Il y a parfois des questions contextuelles, par exemple la réticence au changement, de mauvaises infrastructures, un manque de budget, etc. Mais il y a d'autres problématiques importantes qui ont un impact sur la correspondance entre les compétences et les postes à pourvoir. Parfois, certaines compétences manquent. Et il y a un certain nombre de cadres différents avec des barrières juridiques, un manque de confiance dans le système, très peu d'interopérabilité entre les systèmes. Donc, on a toute une gamme de problématiques, hein. Comme on l'a dit plus tôt, le numérique, ce n'est pas facile. Il faut une approche gouvernementale, un certain nombre de parties prenantes qui sont impliquées. Peut-être qu'il faudrait avoir toutes ces différentes parties prenantes à la même table, mais c'est un processus beaucoup plus compliqué que tout mettre le processus sur ordinateur en nous mettant une application qui réglera tous les problèmes. Donc, au niveau du gouvernement, les gouvernements veulent une migration organisée et en toute sécurité, et les pays d'origine veulent la même chose, sans violation, etc. Et donc, la justice, l'équitabilité, pardon, peut être liée non pas au bien-être, mais au suivi, etc. Donc, je ne généralise pas, mais ce sont certaines problématiques qui n'ont pas forcément la priorité lorsqu'on envisage la technologie comme pouvant résoudre les problèmes de mauvais traitement dans le cadre de recrutement. Certaines sources peuvent faire... On parle à des familles. Les familles ne font pas forcément confiance à quelque chose de numérique. Elles veulent s'adresser à un être humain, que l'être humain les exploite ou pas. Et il y a un rôle à préserver également au niveau de la numérisation. Donc, ils veulent continuer à fournir le soutien. Mais pour des mauvaises parties prenantes, c'est un petit peu tombé du ciel puisque les choses deviennent moins transparentes plutôt que plus transparentes. Et l'idée, c'est de réduire la corruption en enlevant l'intermédiaire, mais ça déplace le système de soutien sur lequel les migrants se basent. Et tout n'est pas forcément en ligne et il faut un certain nombre de nouvelles infrastructures pour soutenir le niveau local. Et on a un effet de dépendance. Bien entendu, les agences de recrutement, les intermédiaires peuvent tirer profit de cela. Ils peuvent aller en ligne, commencer à demander de l'argent pour un certain nombre de services. Le soutien technologique, etc. Et il contrôle l'identité de certains migrants. Donc, personne ne sait vraiment qui répond aux questions, par exemple. Et ça devient un peu plus difficile d'organiser cela. Donc, le contrôle, l'autorité passe du travailleur à l'agent, à la plateforme, à l'employeur. Donc, les choses ne sont pas aussi directes qu'on le penserait. Au niveau de cette idée d'équitabilité, qui définit l'équitabilité? Qui tire profit du système? Quelles voix sont incluses et exclues? Toutes ces choses deviennent extrêmement importantes dans ce cadre. Donc, on se focalisait sur la sécurité des données auparavant, et c'est très important de protéger les données des migrants, en particulier pour les données sur les personnes vulnérables, mais ce n'est pas suffisant. On a également besoin de justice, d'équité, d'équitabilité au niveau des données et de rendre visibles les personnes. Certaines personnes ne veulent pas être visibles et ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc, on a besoin de personnes, on a besoin des syndicats pour appuyer, pour soutenir ces individus en travaillant en partenariat avec les autres parties prenantes. Donc, cette perspective de justice signifie qu'on doit commencer par envisager l'équation du pouvoir. Comment est-ce que les mécanismes de litige pourraient être anonymes? Mais parfois, la question, c'est est-ce que c'est vraiment anonyme? On a des exemples dans lesquels je crois que dans la chaîne d'approvisionnement de informatique, quelqu'un a dit quelque chose et la personne a été retrouvée. Le mécanisme de litige était censé être anonyme, mais non, et la personne a été ensuite licenciée. Et il peut se passer ce genre de choses ou pire dans certains contextes. Donc, l'autorité est extrêmement importante. Qui a l'autorité dans cette situation? Il y a un certain nombre d'autres choses, l'équité au niveau de l'accès. Comment est-ce qu'on catégorise les personnes? Qui sont les personnes incluses? Quelles personnes sont écoutées dans ce contexte? Donc, on a besoin de données, bien entendu, afin de prendre des décisions pertinentes, mais elle doit être équilibrée avec des droits. Donc, moins de données,
des données moins attractives pour les cybercriminels, mais avoir un aspect proportionnalité. De quelles mesures est-ce qu'on a besoin, pour quel objectif, quelles données sont essentielles, combien de temps est-ce qu'on les garde, et est-ce que les travailleurs migrants peuvent consentir vraiment? Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce à quoi ils consentent au niveau de leurs données? Donc, ces problématiques sont absolument cruciales. On a également les inégalités numériques qui ont été mentionnées auparavant. Mais il ne s'agit pas seulement de l'accès, de la capacité d'apprendre à utiliser la technologie avec sagesse, en toute sécurité. Il y a également toute une gamme d'obstacles technologiques. Si, par exemple, vous avez un smartphone de mauvaise qualité, vos mesures de protection ne sont pas aussi bonnes que quelqu'un qui a un nouveau smartphone très moderne, vous voyez? Donc, il y a toute une gamme d'informations ou de paramètres auxquels on ne réfléchit pas forcément. Et on dit, OK, c'est bien d'avoir le numérique d'abord, le gouvernement économise de l'argent, le processus est simplifié, mais presque partout dans le monde, pays riches, pauvres, met en place des politiques numériques, les personnes les plus marginalisées souffrent le plus et on veut les soutenir le plus. Donc, ça, c'est l'effet inverse. On a également des problématiques d'accessibilité. La biométrique ne sera pas forcément adéquate pour les personnes qui ont des problèmes visuels, etc. Les codes QR parfois ne sont pas forcément faciles à utiliser. Donc, on a certains points importants qui sont un peu ignorés parfois. Donc, on doit pouvoir poser ces questions et voir est-ce que la technologie numérique réduit, exacerbe ou numérise les inégalités? Est-ce que les plus vulnérables ont la capacité à tirer profit de cet outil? Est-ce qu'il y a une confiance dans le système? Lorsque je parle aux migrants, très peu de personnes font confiance dans ces applications. On a besoin d'outils axés sur les travailleurs, mais il faut comprendre le contexte de l'utilisation. Le problème, ce n'est pas eux, ce n'est pas le migrant. Et les demandes d'information, ils savent à qui ils parlent à des amis, à des familles, à leurs familles, etc. Mais il y a également des risques de désinformation. Cependant, on a besoin de comprendre le contexte dans lequel ils travaillent pour pouvoir avoir des pratiques qui soient responsables. Pour faire écho à Maria, ce n'est pas une solution magique. Mettre le migrant au cœur de tout, on commence avec eux. Mais il faut s'assurer de ne pas gaspiller de l'argent sur des applications que personne n'utilise. Il y a tellement d'applications sur le marché, tellement d'avis, mais très peu de ces avis communiquent avec les migrants et avec leur expérience vis-à-vis de ces applications. Donc, il s'agit là d'une problématique. On ne veut pas désautomiser les personnes sur lesquelles on se focalise. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des bonnes intentions, une bonne technologie, il s'agit de redevabilité, d'autorité et de se focaliser et de construire pour les personnes les plus marginalisées. Je vais finir en disant qu'on veut que la technologie fasse partie de l'équation, mais ne nous focalisons pas uniquement là-dessus. Ne réduisons pas tout à une approche très simpliste sur la technique. Les personnes doivent travailler ensemble, créer des cadres qui appuient la numérisation, mais cela nécessite des bonnes boucles de feedback. Il ne s'agit pas seulement d'extraire des données des migrants. Alors oui, c'est important d'avoir du crowdsourcing, mais comme Ira l'a dit, on a besoin des syndicats, on a besoin de la société civile, des groupes de plaidoyer, on a besoin des gouvernements afin de s'assurer une justice après ces litiges, ces plaintes, etc. Donc, on n'a pas de solution simpliste, mais un travail très dur sur l'agenda de numérisation en essayant d'apporter les différentes parties prenantes, en écoutant les voix des migrants et en ayant des bons cadres de gouvernance des données. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harry. Merci pour ces contributions très utiles. Merci d'avoir rappelé à notre public la responsabilité. Vous avez donné un bon aperçu des problèmes liés au recrutement. L'image n'est pas toujours toute belle. Nous travaillons avec des personnes en situation vulnérable.
Comme vous avez dit, ils n'assistent pas toujours à ce genre de webinaire. C'est très important qu'ils puissent être protégés, comme vous avez dit, mais la mise en œuvre peut être très défiante dans beaucoup d'organisations de travailler avec les personnes qui cherchent ce genre d'aide. Merci beaucoup. Cela fait très bien la transition vers notre étude de cas pays. Il s'agit d'un discours d'un membre du pays de Kenya. J'ai le plaisir de pouvoir vous accueillir, Madame Edith Okoki, de l'Autorité nationale de l'emploi du Kenya. Elle va présenter les réalisations, les défis et les prochaines étapes du Kenya en matière de promotion d'un recrutement équitable. Après cette intervention, nous avons Monsieur Stephen Robiro, qui est responsable du plaidoyer, du conseil et des partenariats dans la Fédération des employeurs du Kenya, qui va aussi présenter le point de vue des employeurs au Kenya. À vous la parole. Thank you, Nicole. Merci, Nicole. Thank you for all of us who decided to Merci à chaque personne qui a décidé d'assister à cet événement si important. Cette réunion n'est pas pour nous. Ce que nous faisons ici impacte directement sur les amis, la famille, les personnes à côté de nous, parce que toute personne peut se retrouver dans le cas d'être travailleur migrant. Et j'imagine qu'ici, il y a déjà des travailleurs migrants. Comme Nicole l'a dit, je m'appelle Winnie Hailida et je suis coordinatrice nationale pour les centres de ressources de la main-d'œuvre migrante au Kenya. Nous célébrons notre 4e anniversaire du lancement de ces centres de ressources de la main-d'œuvre migrante qui avait été lancé en 2021. Merci. Aujourd'hui, comme les autres orateurs l'ont dit, nous nous focalisons sur le recrutement à l'ère numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que Kenya a fait dans ce domaine. Si vous pouvez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme les autres intervenants l'ont déjà dit, la numérisation transforme les modes de recrutement. Le marché international du travail est très concentré sur la technologie. Cela rend plus rapide, plus accessible le recrutement, mais cela s'accompagne également d'autres défis. Quand on parle de système de recrutement, au cœur de l'assistance des travailleurs migrants, nous avons vu que la technologie intègre également certaines mésinformations. On peut utiliser TikTok, des applis et on voit un partage d'opinions, tout simplement. Il y a le côté bon, mais aussi très mauvais de la technologie. Et c'est pour cela qu'au-delà de ce monde numérique, il faut être présent pour nous assurer que les systèmes en place protègent les travailleurs migrants avant le départ, lors de l'emploi, lors de leur arrivée, y compris le retour dans le pays. Au Kenya, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement en tant qu'autorité nationale de l'emploi. Nous nous sommes rendus compte de l'importance de ce cheminement dans ce secteur. Et c'est pour cela que les centres de ressources pour les travailleurs migrants au Kenya ont été mis en œuvre par le ministère du Travail au Kenya afin d'améliorer l'expérience vécue par les migrants, les travailleurs migrants au Kenya. Les structures en place actuellement pour les ressources, les centres de ressources portent sur les 6 centres dans notre pays. Au Kenya, nous avons des centres de ressources dirigés par les services du gouvernement.
C'est la responsabilité de l'autorité nationale avec un centre qui est mené par notre Fédération des syndicats. Si nous voulons faire fonctionner ces centres de ressources pour les travailleurs migrants, c'est que nous avons identifié des pôles, c'est-à-dire des pôles où il y a beaucoup de travailleurs migrants, où il y a beaucoup de mobilité liée au travail. Il s'agit de Nairobi, la capitale, Thika, Kisumu, Machokas, Mombasa et Eldoret. Il s'agit de grandes villes dans différentes régions. Il y a un nombre croissant de travailleurs migrants dans ces villes et ces travailleurs et leurs familles font face à certains défis. Nous voulons participer à l'information des travailleurs et faciliter également le retour des travailleurs migrants quand ils reviennent dans le pays. Nous voulons travailler sur tout le cycle de migration lors du pré-départ, pendant le travail et lors de leur retour. Ces centres fournissent des informations accessibles avec des plateformes des réseaux sociaux. Il y a des machines dans nos centres de ressources mises à disposition avec un centre d'emploi où ils peuvent travailler et être assistés. Ces informations sont accessibles par téléphone mobile pour les personnes disposant d'un smartphone. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici les services proposés au sein de ces centres de ressources, les services d'enregistrement et d'information, le retour et la réintégration, les services d'assistance et les services d'orientation, de renvoi également. Les services d'enregistrement et d'information, nous avons un système, un portail qui s'appelle NAIANS, le système de gestion intégrée pour l'emploi. Il s'agit d'un système pour les demandeurs d'emploi dans le pays et pour ceux qui souhaitent travailler à l'étranger. Ce système NAIANS assure l'accès à un enregistrement protégé, sécurisé avec la protection des données. Il y a un accès aux emplois listés dans le système. Ces emplois sont vérifiés, que ce soit à l'échelle locale ou à l'international. Les ambassades nous assistent avec la vérification des emplois à l'étranger avant leur publication dans ce système. D'autres services sont proposés comme l'orientation professionnelle, du conseil professionnel et des assistances numériques également. Ils peuvent s'enregistrer pour ces services et se rendre dans le service le plus près pour avoir une assistance. Il y a des agences de recrutement qui peuvent accéder à ce système avec des cadres juridiques, des guides sur l'emploi dans les pays de destination également. Il y a un autre site pour les travailleurs migrants. Ce site web leur donne encore plus d'informations avant même de se décider dans quel pays on souhaite aller. Cela donne un ressenti de ce qui se passe dans le pays, y compris les informations et les coordonnées des ambassades en cas d'aide, de besoin d'aide. Tous ces éléments sont à leur disposition. Voici donc les services d'enregistrement et d'information. Ensuite, le retour et la réintégration. Les centres de ressources offrent un soutien au retour et à la réintégration. Nous travaillons en collaboration avec les partenaires pour fournir tout un lot de services, y compris des formations financières.
le personnel des services ont été formés pour dispenser des formations financières pour les personnes qui souhaitent partir et lors de leur retour également. Travaillons avec les personnes déjà de retour, mais nous travaillons aussi sur une formation pré-départ avec des soutiens psychosociaux également, avec un psychologue interne qui nous assiste. Malheureusement, ce n'est que disponible dans notre siège social, mais il y a une ligne téléphonique gratuite. Si quelqu'un n'arrive pas à se rendre dans le centre de Nairobi, la personne peut nous appeler grâce à des partenariats avec des organisations comme l'Organisation internationale pour l'immigration. Les rapatriés bénéficient de conseils pour aller se rendre dans les entreprises, pour bien candidater. Nous avons un suivi pour les aider à bien s'intégrer dans un nouvel emploi dans le pays. Les services d'assistance maintenant, c'est là que sont capturées les plaintes et les litiges. Nous participons à la résolution des plaintes dans les pays tiers ou dans le pays du Kenya. Cela peut se faire de manière numérique avec l'évolution de la technologie. Nous travaillons sur un formulaire en ligne où on peut faire part des plaintes au sein du pays et en dehors. Si c'est une urgence, il y a un numéro indiqué qui vous permet de contacter quelqu'un. Ce numéro est mis en exergue dans le formulaire pour aider les personnes dans la détresse. Cela contribue à la résolution des problèmes à l'étranger. Nous sommes en coordination avec les ambassades qui nous aident pour les individus travaillant à l'étranger. Les services protègent les travailleurs qui se sentent appréciés, écoutés. Leur migration peut se faire donc dans la dignité. Au niveau des services d'orientation, ce sont des services spécialisés avec, par exemple, des services tels que l'aide juridique, les soins de santé, la certification des compétences sur le gestion des entreprises. Donc, cela signifie que nous devons entrer en partenariat avec d'autres gouvernements, avec le secteur privé, afin de s'assurer que ces personnes reçoivent une assistance. Après avoir émis une plainte, il faut s'assurer qu'on puisse leur apporter de l'aide. Avec des partenariats, cela est possible. Actuellement, nous avons les sociétés civiles qui fournissent également des services pro bono pour les questions juridiques. Ce sont des assistances extrêmement importantes pour nous pour permettre d'assurer une assistance juridique. Nous travaillons sur un service structuré, un répertoire structuré d'orientation afin d'améliorer la coordination. Prochaine page maintenant. En ce qui concerne le rôle des partenaires dans la réintégration, alors comme je l'ai mentionné, je vais essayer d'être un peu rapide à cause de l'heure, mais je vais essayer de ne pas me répéter. On a mentionné les partenariats et on a l'OIT qui nous a vraiment appuyés. L'OIT nous a aidés à établir l'ensemble de ces centres de ressources et ils ont vraiment apporté une aide précieuse. Ils ont travaillé avec nous et je suis sûre que leurs représentants, tels que Madame Maria, vous allez pouvoir revenir avec ça. On a vu tellement de choses qui ont été faites parce que lorsqu'on parle de réintégration, le premier groupe qui a été réintégré, actuellement, on en est à 50. Alors oui, c'est peut-être un groupe, un nombre assez faible, mais pour nous, on fait des progrès, ce qui est très prometteur. Maintenant, on regarde cet aspect de durabilité. Comment est-ce qu'on peut avoir une réintégration durable? Parce que même si on leur donne des matériaux, des dispositifs de soutien, de l'argent,
doit pouvoir continuer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à attribuer des bourses? Non, pas forcément. Donc, c'est pour cela qu'on se focalise actuellement sur les compétences. Comment aider les personnes pour qu'elles puissent être autonomes? Une personne, par exemple, qui a des problèmes de santé mentale, peut-être que la personne a de l'argent, mais ne sait pas forcément comment l'utiliser, ou la personne est, par exemple, malade, a besoin d'assistance. On, on veut pouvoir aider les personnes pour qu'elles puissent ensuite revenir au travail en bonne santé, et c'est ce sur quoi on se focalise actuellement. Pour les 3 années à venir, ça permettrait que ces personnes puissent avoir des moyens de subsistance adaptés. On combine donc la réintégration et des services de réintégration à court terme et à long terme afin de s'assurer de cela. Je suis désolée, on doit vous interrompre. Est-ce qu'on peut passer aux 2 dernières pages de votre présentation, les points clés à retenir? C'est très important pour notre public. On a un temps limité, mais on aimerait vraiment vous entendre sur ces points clés à retenir pour les agents publics chargés de l'emploi. Est-ce qu'on peut passer à ces 2 dernières pages? Ça donnera un peu de temps pour le dernier intervenant. Alors, au niveau technique, je crois que j'ai presque tout mentionné, hein, donc c'est OK pour moi de passer au point clé à retenir. On avait une vidéo également avec une histoire de réussite. Peut-être que vous pourrez la partager après coup? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut la partager après. Merci. Alors, au niveau des points clés à retenir, pour les agents publics chargés de l'emploi, on se focalise sur ces agents puisque ces personnes gèrent les travailleurs migrants directement. Donc, un recrutement équitable et éthique, c'est un processus continu, comme on l'a dit. Et on apprécierait si chaque agent qui travaillait au sein des centres de ressources pouvait appuyer la personne pendant le cycle entier de migration, avant le départ, la période de transit, lorsqu'ils arrivent, la période en poste et le retour dans le pays d'origine. Ça doit être une approche holistique. On doit prendre en compte les aspects moyens de subsistance, santé mentale. Est-ce qu'il y a des litiges juridiques ou ce genre de choses afin de fournir une assistance? Alors, j'ai parlé de ce que le gouvernement avait fait en partenariat avec ces parties prenantes et ce que cela nous a apporté. On a vu une augmentation d'une bonne santé mentale pour les personnes qui rentrent, en particulier les personnes qui ont pu être assistées ou sauvées. Donc, ce sont les domaines sur lesquels on encourage les agents publics chargés de l'emploi de retenir en tant que point clé. Ensuite, le dernier point très important concerne les données. Les informations que l'on obtient des centres de ressources sont ce qui informe les politiques, les programmes qui nous aident ensuite à faire la promotion d'autres interventions pour les travailleurs migrants. On devrait faire preuve de prudence en ce qui concerne les données et c'est quelque chose qui peut faire la différence. Voilà, merci. Oui, à vous, Steve. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais des problèmes avec mon micro. Allez-y, Steve. Pour le côté employeur pour le Kenya. Oui, merci beaucoup. Alors, un peu d'informations du côté de l'employeur. Quelle est la perspective concernant le recrutement, le rôle du dialogue social dans ce processus? Donc, comme vous le savez, avec la fédération, nos activités clés se concentraient sur les politiques et les cadres juridiques qui appuient un recrutement éthique. Et on travaille avec le gouvernement pour essayer de faire en sorte que le cadre juridique puisse protéger le bien-être des travailleurs migrants, mais
soit dans les intérêts de l'industrie. Et une des choses que l'on a fait par rapport à cela, c'est collecter les contributions et les perspectives des agents pour l'emploi pour alimenter la perspective du gouvernement pour améliorer la législation. On essaie également de faire en sorte de promouvoir les bonnes pratiques avec les agences pour l'emploi. Nous avons une récompense qui s'appelle l'employeur de l'année, la récompense de l'employeur de l'année. Ça nous permet de collecter les bonnes pratiques et de les collecter aux agences de recrutement. Ça permet de récompenser les bonnes pratiques. On regarde également le FKA et les domaines de construction des capacités. On pense que certaines des brèches que l'on a pu constater étaient liées à un manque de capacité. Donc, on essaie vraiment de s'assurer de pouvoir permettre d'appuyer à la construction des capacités pour les parties prenantes clés. Et ça fait vraiment partie de nos activités clés. On a également pu se pencher sur le suivi de la mise en œuvre des différents cadres que nous avons à disposition et qui permettent d'orienter les pratiques de recrutement équitable au Kenya. Au niveau de la fédération, on a essayé de signaler les problématiques à adresser. Ça permet de s'assurer que l'on gère les différentes problématiques qui empêchent ou qui nous rendent la tâche plus difficile dans notre aspiration à ces aspects de recrutement équitable. Au niveau de certaines des problématiques que l'on a signalées, on s'est rendu compte que le meilleur outil pour nous, c'était le dialogue social. Et je voulais souligner certains éléments. Tout d'abord, lorsqu'on a eu une présentation, je crois, de l'OIT, ils nous ont parlé de coûts associés et un des coûts qui avait été signalé était lié au passeport, au visa et ce genre de choses. Et on se rend compte que les passeports, pour les passeports, les personnes qui font payer les passeports, c'est le gouvernement. Donc, on continue à avoir une discussion avec le ministère pour voir comment faciliter cette approche, pour s'assurer ensuite que certains de ces coûts ou que les travailleurs migrants puissent être appuyés par rapport à cela lorsqu'ils ne peuvent pas, par exemple, couvrir tous ces coûts. Par exemple, le coût du passeport, parfois dans des pays comme le Kenya, ça peut être un coût extrêmement élevé pour un certain nombre des travailleurs migrants. Afin de s'assurer de gérer certaines de ces problématiques, une des discussions au niveau du dialogue social a été à un niveau des accords bilatéraux. On a vu parfois des accords bilatéraux en place et au niveau de l'implémentation, de la mise en œuvre, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de brèches, de violations. Et donc, on essaye de faire en sorte d'avoir des directives, des normes. Ça nous permettrait d'avoir des normes à suivre dans ce domaine. Et une des choses qui a été faite, c'est d'appeler à une politique. Vous voyez, on a par exemple une problématique, comme dans cette côté du continent, on a par exemple le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, un certain nombre des pays africains qui essayent un peu de se porter préjudice les uns aux autres. Et lorsque on a cette compétition au niveau du recrutement, on arrive à des problématiques assez importantes. Au niveau de l'aspect numérique, maintenant, cela présente une problématique très sérieuse, puisque d'une part, si on encourage à avoir certaines normes à incorporer, par exemple avec un portail, en utilisant un portail, on peut poster que des posts qui ont été complètement vérifiés avec un processus, mais qu'un autre pays n'implémente pas la même chose. Au niveau des recrutements et des opportunités, les opportunités vont aller à l'autre pays qui n'a pas ces choses en place. Donc nous, en tant que fédération, on essaie vraiment
de promouvoir des changements de politique pour s'assurer que certaines de ces problématiques soient adressées. On a également été impliqués dans les processus de réintégration avec les migrants qui reviennent dans leur pays. Et au cours des 2 dernières années, on travaille avec l'OIT dans le cadre d'un projet qui s'appelle une meilleure gestion de la migration régionale et on s'est penché sur les différents écarts, les lacunes pour les personnes qui reviennent, quel genre de compétences est-ce qu'elles ont, leur profil et comment leur permettre d'accéder au marché du travail. Je crois que c'est tout du côté de la fédération. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup à Miss Elida et à Monsieur Obero pour ce partage d'expériences très précieuses de la part du Kenya. On est presque à la fin du temps imparti. Et donc, on a décidé de poster les réponses à vos questions dans le chat. On a une question directement pour Maria. Donc, vous aurez la réponse de la part de Maria dans le chat. Et on a hâte de rentrer en contact avec vous pour répondre à toutes vos autres questions dans un avenir proche et répondre à vos questions par écrit. Bien entendu, on va vous transmettre tous les documents pour référence. Nicole, allez-y. Oui, merci beaucoup, Anna-Karine. Eh bien, je voulais vous remercier de la part de l'Association mondiale des services publics pour l'emploi, de la part de l'Organisation du travail, de la Confédération des syndicats. Merci à tous nos intervenants. On avait vraiment hâte d'avoir ce dialogue si important. On espère que vous avez apprécié ce séminaire en ligne et que vous avez appris quelque chose d'utile pour vos activités. Et, ce webinaire sera enregistré. Si jamais vous avez des collègues qui souhaitaient y assister, vous pourrez le faire sur notre site. Avant de partir, je vous invite à remplir notre enquête à la fin du webinaire. C'est quelque chose qui nous aide toujours à améliorer les webinaires. Et si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et que vous l'avez jugé utile, cette enquête nous permet de le comprendre. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Je voulais également saisir cette opportunité. Je vois qu'Amandine a déjà posté quelque chose dans le chat. Alors, on voulait vous présenter notre nouveau webinaire qui auront lieu en novembre et en décembre. Merci aux interprètes qui ont fait un très bon travail avec l'interprétation vers le français et l'espagnol. Et merci à vous toutes et vous tous pour votre participation. Merci d'être vraiment engagés vis-à-vis de nos webinaires. On vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne matinée, une très bonne nuit où que vous soyez dans le monde. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans le cadre de votre travail. Un grand merci à tout le monde. Merci Nicole. Au revoir. Merci à toutes et à tous. C'était un plaisir d'être avec vous. Thank you, Nicole. Merci Nicole. Au revoir.